France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Investiture du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis, détricotage du pacte vert européen, allègement des contraintes normatives au nom de la simplification, encore réintroduction de pesticides interdits. Depuis le début de l'année, les associations, les ONG et les cercles de réflexion spécialisés dans la défense de l'environnement encaissent des convenus sur des convenus au niveau européen. Nous en parlons, ainsi que du reste de l'actualité européenne d'ailleurs, en compagnie de Pascal Canfin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe Renew au Parlement. Alors vous venez, je précise, du journalisme économique et d'Europe Écologie, où vous avez été élu une première fois en 2009 au Parlement européen sous cette étiquette. Mais en 2012, vous quittez le Parlement européen, nommé comme ministre délégué par François Hollande, donc dans le gouvernement, au développement. Et puis, vous êtes passé par l'ONG WWF et vous avez intégré la liste majorité présidentielle en 2019 pour devenir d'ailleurs président de la commission environnement santé publique. Aujourd'hui, vous êtes encore membre de cette commission et nous sortons d'une fameuse semaine, dite semaine verte à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette semaine verte? Alors que, par exemple, quand on regarde ce qui se passe sur le plan législatif, adoptée en 2024, la directive dite CS3D sur le devoir de vigilance des grandes entreprises en Europe, en tout cas qui opèrent en Europe, leur impose de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans l'ensemble de leur chaîne de production. Et le président français et le chancelier allemand ne veulent plus en entendre parler. C'est une erreur ? Alors moi, je suis favorable à ce texte. Je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la prise de position d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que, au fond, si on accepte l'idée selon laquelle le moins-disant environnemental et le moins-disant social, en fait, c'est bon pour nos entreprises, ça veut dire qu'on cherche à faire la concurrence sur le pire type de capitalisme possible. Moi, je suis convaincu exactement de la stratégie inverse, à savoir si nous mettons des règles sociales et environnementales pour accéder à notre marché européen, eh bien, on favorise globalement les entreprises qui sont dans le modèle social européen, au détriment de ceux qui ne jouent absolument pas le jeu. Je vous donne un exemple qui est dans l'actualité, sur Temu, les sites chinois, sur Shein, le plus gros producteur, le plus gros vendeur de vêtements en France. Eh bien, celui-là ne respecte aucune règle du jeu social et environnemental. Les textiles, les habits sont fabriqués dans des conditions déplorables. Eh bien, avec le devoir de vigilance, on sera en capacité juridique de demander des comptes à Shein sur les modes de production. Donc moi, je pense au contraire qu'il faut aller au bout de ce texte. Et d'ailleurs, en tant que négociateur de ce texte au Parlement européen, je constate qu'il n'y a pas de majorité pour détricoter la totalité du texte, c'est-à-dire pour faire ce que vous avez rappelé en introduction, c'est-à-dire supprimer le texte. Il y aura des discussions sur des paramètres. Quel type d'entreprises doivent être concernées, quel type de sous-traitants sont couverts, quels risques sont couverts, des débats techniques dans lesquels on ne va pas rentrer. Mais sur le principe, c'est fondamental si on veut tirer le capitalisme vers le haut. Mais deux grands pays s'y opposent. Ça va être compliqué. Non, je viens de vous dire non, puisque alors pourquoi l'Allemagne ne s'y oppose pas en fait dans les négociations? Parce que la déclaration de Friedrich Merz a été immédiatement contredite par l'autre partenaire de la coalition allemande, le SPD, qui a dit ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans notre contrat de coalition à Berlin. D'accord. Si on prend le cas français quand même, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont remises en cause. L'Assemblée nationale a supprimé les zones à faible émission dans les centres-villes des grandes villes, réintroduit les néonicotinoïdes, donc ce pesticide qui est très nocif pour les abeilles. La France d'Emmanuel Macron, qui se voulait pendant tout un temps d'ailleurs à laquelle vous avez participé, leader en matière environnementale. Alors, elle est en recul là ou pas vraiment? Là, vous prenez deux exemples sur lesquels je me permets de rebondir, puisqu'il se trouve que sur les zones à faible émission, le groupe macroniste, on va dire, à l'Assemblée nationale, celui piloté par Gabriel Attal, n'a pas voté la suppression des ZFE.
Et donc, ce que vous venez de décrire comme recul environnemental, c'est l'association de l'extrême droite, des Républicains et de LFI. Donc, on ne peut pas nous reprocher cela. Ensuite, le deuxième élément sur la réintroduction d'un néonicotinoïde interdit. La position du gouvernement, ce n'est pas non plus celle-là. La position du gouvernement, elle est diverse d'ailleurs, parce qu'il y a des divisions au sein du gouvernement, mais l'opposition n'est pas de dire qu'il faut réintroduire le néonicotinoïde qui est interdit pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire qu'il est extrêmement mauvais pour les abeilles, pour la biodiversité. Donc tous les reculs que vous venez d'évoquer, ils sont portés par l'extrême droite et la droite. Ils le sont en France, ils le sont aussi en Europe. Et c'est cette offensive-là qui est pilotée à l'échelle internationale depuis les États-Unis par Donald Trump, mais qui se répand partout dans le monde, Pascal Canfin, à laquelle nous devons faire face. Quand vous avez quitté, pour parler de la France, le bureau exécutif de Renaissance en dénonçant, je cite, une stratégie toxique, vous faisiez référence à quoi, justement? Ce à quoi je faisais référence, c'est que, là on sort du champ environnemental, c'est que après la dissolution de juillet de l'année dernière, je n'étais pas d'accord avec la façon dont le président de la République a traité le sujet. Je pense qu'il aurait dû donner sa chance, en l'occurrence au NFP à l'époque, non pas en les nommant à Matignon, mais en faisant en sorte, comme dans toutes les autres démocraties européennes, qu'ils aient la possibilité d'essayer de trouver une majorité. Et on aurait évité à ce moment-là le scénario qui s'est produit après, et qui a d'ailleurs été un échec total, où le gouvernement, en l'occurrence celui de Michel Barnier, était dépendant des voix du RN. On a vu ce que ça a donné. Donc je ferme cette parenthèse, c'est ce qui m'a amené à être clairement en désaccord avec la stratégie politique et à donc quitter le bureau exécutif du Parti Renaissance. Mais là, les reculs environnementaux que vous évoquez ne sont absolument pas liés à la volonté du camp présidentiel, du président de la République, puisque les ZFE, on a voté contre le rejet, et les néonicotines, ça vient de LR et de l'extrême droite. On peut se poser la question au plan européen tout de même. Lors du premier mandat d'Ursula von der Leyen, donc à la tête de la Commission européenne en 2019, elle avait mis totalement en avant le fameux Green Deal ou le pacte vert qui visait à engager l'Europe dans une transformation radicale, durable. Et puis, depuis le début de ce second mandat, le mot d'ordre, ça a l'air d'être de détricoter, y compris avec les voix de son parti populaire européen, la droite traditionnelle et celle de l'extrême droite, toutes les avancées du premier. Est-ce que d'abord c'est votre analyse? Et puis ensuite, quelle loi vous regrettez? Alors le fait qu'il y ait une offensive idéologique pilotée par l'alliance de l'extrême droite et d'une partie de la droite pour essayer de tuer toutes les lois du pacte vert. La loi sur la restauration de la nature, c'est la totalité de la loi sur la déforestation, et puis le mardi c'est sur les voitures et le mercredi c'est sur autre chose. Et, voilà. Donc cette offensive-là, elle est absolument claire. Et d'ailleurs, ici au Parlement européen, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, a tendu la main au groupe de droite pour dire « associons-nous pour supprimer tous les textes du pacte vert ». Donc cette offensive idéologique, elle est absolument claire. Maintenant, la question, c'est que cette offensive idéologique, elle est contrebalancée par d'autres forces. Cette autre force, c'est que beaucoup continuent de penser, même à droite, que de continuer à être dépendant des énergies fossiles comme nous le sommes aujourd'hui, du gaz, du pétrole, bien, au fond, c'est très négatif pour notre souveraineté, pour notre capacité à exister, notamment dans les négociations avec les États-Unis ou demain avec évidemment la Russie. Et donc cette dépendance aux énergies fossiles, bien, beaucoup de gens, y compris ceux qui peuvent être hostiles au pacte vert par ailleurs, reconnaissent que c'est un point de faiblesse de l'Europe. Or, c'est quoi le cœur du pacte vert? C'est précisément de remplacer les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, qui sont les principaux contributeurs au changement climatique, par de l'énergie décarbonée que l'on peut produire chez nous. C'est bon pour la planète, donc c'est lié au pacte vert, mais c'est aussi bon pour notre souveraineté et c'est bon pour notre compétitivité. Et donc ça continue d'avancer. Ça continue d'avancer. C'est pour ça que la situation est un tout petit peu plus complexe que celle que vous venez d'évoquer. Oui, vous avez parlé d'une internationale des présidents d'extrême droite, Orban, Trump, Milei, qui veulent saboter tous les efforts pour lutter contre le dérèglement. Exactement. Néanmoins, il ne faut pas cacher et il faut au contraire dire à toutes les personnes qui nous écoutent que le sort du pacte vert, le sort de notre action pour le climat
dépend de la capacité ou non à résister à cette offensive idéologique réactionnaire qui est menée à l'échelle mondiale. On le voit bien avec le retrait des États-Unis de Donald Trump de l'accord de Paris, ou on le voit bien avec d'autres enjeux. Donc il y a cette bataille politique, idéologique, culturelle, fondamentale qui est menée à l'échelle européenne et internationale. Et puis ensuite, ça il faut résister. Et puis ensuite, il y a des analyses un tout petit peu plus complexes, je dirais, qui montrent qu'en fait, c'est notre intérêt d'aller dans la direction du pacte vert. Je vous donne juste un chiffre, si vous me le permettez. L'année dernière, nous, tous les Européens, on a importé pour 450 milliards d'euros de pétrole et de gaz. Ça veut dire qu'on a dépensé, sorti de l'économie européenne, 450 milliards d'euros en une seule année. Cet argent, il est allé où? Il est allé aux États-Unis, il est allé un tout petit peu en Russie, un peu moins, mais toujours quand même un peu pour financer l'effort de guerre malheureusement de Poutine, et il est allé au Qatar, il est allé en Arabie Saoudite. Or, quels sont les premiers financeurs de l'islam radical dans le monde? Par exemple, des frères musulmans. Il y a eu un rapport en France il y a quelques jours qui a fait parler beaucoup de lui sur le rapport sur les frères musulmans et l'entrisme des frères musulmans en France. Comment ils sont financés, les frères musulmans? Ils sont financés par des puissances qui sont les puissances fossiles, notamment le Qatar. Et donc concrètement, l'argent du pétrole devient, à travers l'Arabie Saoudite, à travers le Qatar, ça devient l'argent qui finance l'islam radical. Et donc sortir du pétrole, sortir de cette dépendance, c'est fondamentalement notre intérêt, y compris notre intérêt démocratique et géopolitique. Alors Pascal Canfin, revenons justement, puisqu'on parle de ces droites radicales, revenons sur une élection qui a fait réagir toute l'Europe, celle du président de Pologne. Ce nouveau président de la République ultra-conservateur, Karol Nawrocki, pourrait opposer son veto, notamment au retour de l'état de droit en Pologne, qui a été abîmé par 8 années de droit et justice, donc ce parti ultra-conservateur. Et donc il y avait véritablement aussi pour Bruxelles un bras de fer quasi permanent sur les questions de justice et d'indépendance, notamment des médias. Le retour de l'état de droit en Pologne, ça n'est pas pour tout de suite? Vous avez parfaitement raison de souligner que pendant 8 ans, le PiS, le parti ultra-conservateur polonais, associé aujourd'hui à Donald Trump, puisqu'il y a eu cette fameuse internationale conservatrice qui a fait pression en Pologne en faveur du candidat ultra-conservateur et qui a gagné de quelques dixièmes de points. Eh bien, ces réformes de la justice qui devaient être entreprises par le nouveau gouvernement, qui est une alliance en gros centriste, sont bloquées par le veto du président. Et un des enjeux de cette élection, c'était précisément que le président change de couleur politique et arrête de mettre son veto. Bon, il est extrêmement probable qu'il continue à mettre son veto et que malheureusement, l'état de droit ne puisse pas être totalement restauré en Pologne, ce qui évidemment pose un problème. Avec la question militaire aussi, sur l'Ukraine, est-ce qu'on peut craindre que le camp des pays susceptibles de mettre leur veto, là encore, à l'aide à l'Ukraine, on parlait de Viktor Orban en Hongrie, peut-être de Robert Fico en Slovaquie, et peut-être maintenant d'un président qui siège à l'OTAN, faute de siéger au Conseil européen, le président polonais. Là-dessus, je serais peut-être plus équilibré, dans la mesure où, effectivement, ce qu'il dit, c'est qu'il est hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il se trouve que même les États-Unis sont hostiles à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et que ce serait un casus belli vis-à-vis de la Russie voisine. Donc je pense que ce sujet n'est au fond pas sur l'agenda. Il n'est pas sur l'agenda. Le deuxième point, c'est une éventuelle hostilité aux discussions entre l'Union européenne et l'Ukraine, et un soutien massif à l'Ukraine, voire à terme une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne une fois que les sujets militaires et territoriaux avec la Russie auront été négociés. Et pour l'instant, soyons honnêtes, on n'y est pas du tout. Donc on est sur une perspective de moyen terme qui va en fait bien au-delà du mandat qui est le sien. Donc le seul sujet qui se pose vraiment de très court terme, c'est est-ce que la Pologne va devenir hostile à l'aide européenne à l'Ukraine ? L'aide militaire, l'aide financière, l'aide budgétaire. Moi, je pense que compte tenu du fait qu'en Pologne, il y a un sentiment quand même de défiance vis-à-vis de la Russie qui est absolument massif pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, ça m'étonnerait fortement que le président polonais
aillent jusqu'à mettre un veto et rejoignent Viktor Orban dans ce combat contre l'aide de très court terme de l'Union européenne à l'Ukraine. Le reste, ce sont des perspectives de moyen terme sur lesquelles je pense qu'on fait le tour d'Europe. Ça se passera après son mandat. Tour d'Europe des droites un peu radicales, effectivement, en pleine expansion, et même très radicales pour ce qui est des Pays-Bas. Geert Wilders, le chef de l'extrême droite, a provoqué la chute du gouvernement qui était dirigé donc par la droite traditionnelle avec des ministres à lui, en l'occurrence. Cette extrême droite, c'est vrai aussi en France, on a envie de dire, elle est en train de dicter son tempo et son agenda à l'ensemble de l'Europe. Il y a une offensive aujourd'hui partout de l'extrême droite et des extrêmes droites. C'est absolument clair. Dans le cas précis des Pays-Bas, j'ai l'impression que c'est un changement tactique politicien qui pourrait d'ailleurs retomber sur la tête de Geert Wilders parce que les sondages sont plutôt favorables à l'opposition de gauche. Et donc on pourrait très bien avoir finalement un coup politique totalement raté de la part de Geert Wilders. Il est trop tôt pour le dire, mais le point de départ de la campagne qui ne va pas manquer de s'ouvrir, c'est plutôt favorable à une alternative qui serait une alternative pour le coup pro-européenne et pas du tout associée à l'extrême droite. Une minute pour conclure sur le pacte bleu, le pacte des océans à Nice va devenir le centre du monde de la Grande Bleue. Qu'est-ce que vous attendez finalement en matière de protection, très rapidement, Pascal Canfin? Plusieurs choses. D'abord, la France se bat beaucoup pour mettre un moratoire sur ce qu'on appelle le deep sea mining, c'est-à-dire le minier en mer, en eau profonde, qui est vraiment quelque chose qui risque de saccager les derniers écosystèmes sur la planète qui ne sont pas encore touchés par l'homme. Protégeons-les. La France se bat, essaie de monter une coalition internationale. Ça sera une des priorités du président de la République lors de ce sommet. Vous m'avez laissé une minute, je me concentre là-dessus, mais il y a évidemment bien d'autres enjeux, par exemple sur les plastiques, par exemple sur le respect des aires marines protégées. Donc beaucoup de choses qui sont attendues de ce sommet important à Nice dans quelques jours. Merci Pascal Canfin d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.